On vit dans la civilisation qui a produit le plus de savoir de toute l'histoire humaine. Et pourtant, on n'a jamais autant eu l'impression de tout oublier. Comment est-ce possible ? Tu n'as pas une mauvaise mémoire, tu en fais juste un mauvais usage. C'est la conclusion à laquelle j'ai mis 10 ans à arriver. Et la vérité est exactement à l'inverse de ce qu'on croit. Parce que quand on dit j'ai pas une bonne mémoire ou j'ai des trous de mémoire en ce moment, on dit une chose très précise. On dit je n'arrive pas à utiliser ce que je sais. Une méta-étude sur plus de 100 000 personnes l'a démontré. Et contrairement à ce qu'on pense, certaines mémoires comme la mémoire à long terme progresse avec le temps. Et sur les dernières décennies, on aurait gagné des capacités de mémorisation sur le long terme. Mais en revanche, il y a un type de mémoire qui a décliné. Et c'est la mémoire de travail. Celle qui nous permet de penser, de connecter et de réfléchir. Donc ce qui se passe, c'est qu'on retient toujours autant, même voire plus, mais on sait de moins en moins quoi faire de ce qu'on retient. Alors la question qu'on va essayer de se poser ici, c'est pourquoi ? Et si le vrai coupable n'était pas le stress, le manque de sommeil, ou la nutrition. Et si c'était les 19 000 heures qu'on a passées sur les bancs de l'école? Ce n'est pas une accusation, encore une fois, c'est juste une piste. Une piste que j'ai suivie auprès de centaines d'élèves et de familles, et ce que j'ai trouvé au bout, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue pour le dernier opus de la série des 7 péchés capitaux de l'école. Alors c'est le 7e péché, c'est le dernier, mais pas des moindres, parce que il influence directement notre vie quotidienne. Retenez bien ça, on y reviendra, mais notre intelligence dépend de la fluidité de notre mémoire. Si vous avez utilisé un ordinateur personnel, vous avez déjà vu que quand la mémoire de votre PC est surchargée et que vous ne pouvez plus enregistrer de nouvelles données, eh bien votre ordinateur est lent, il ralentit, il fonctionne moins bien. Et à l'école, durant notre plus tendre enfance, ce qu'on a appris, c'est pas mémoriser, mais on a appris une autre chose. Restituer sous contrainte. On écoute le prof, on lit le cours, on répète les exercices, mais tout ça dans un seul but, le contrôle. Et donc, la note. Et sans s'en rendre compte, on associe la mémorisation à une émotion bien particulière, la peur. Mais pas n'importe laquelle. La peur de ne pas se souvenir au moment précis où on sera évalué. Et c'est bien de cette peur-là dont on parle parce qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à notre cerveau, c'est que le stress n'est pas forcément mauvais pour la mémoire. Il est même nécessaire à petite dose. Mais quand il devient trop élevé, il peut totalement bloquer l'accès à ce qu'on sait déjà. Et c'est exactement ce que j'ai observé chez énormément d'élèves. Ils peuvent très bien comprendre, apprendre facilement et même parfaitement savoir les choses à la fin, mais au moment du contrôle, plus rien ne sort. Je vous raconte pas le nombre d'élèves qui ont ce problème, je crois que c'est une famille sur 2 facile qui me contacte en me racontant la même histoire. Et le diagnostic est très simple. De 1, notre cerveau n'a pas évolué pour fonctionner comme ça, dans un environnement scolaire stressant. Je vous laisse regarder les 6 premières vidéos pour comprendre mieux pourquoi. Et de 2, eh bien, dans la vraie vie de tous les jours, on utilise très rarement notre mémoire de cette manière. Dans un milieu naturel, on n'a jamais besoin de restituer une information parfaite en un temps limité et sous pression d'une note à la clé. Pourtant, c'est exactement comme ça qu'on a entraîné notre mémoire pendant des années. Et forcément, il y a des conséquences à tout ça. Et elles sont pas tout à fait joyeuses, pour être honnête. La première conséquence, c'est sur notre mémoire elle-même. À part quelques exceptions, on se souvient pas de grand chose de ce qu'on a appris en cours de toutes ces années. Mais alors ça, c'est aussi dû au fait que notre mémoire explicite reste beaucoup moins longtemps dans notre cerveau que la mémoire implicite, comme on l'a vu dans la première vidéo de la série. Mais en gros, on retient beaucoup moins longtemps les dates ou les théorèmes, mais par contre, on va garder en mémoire beaucoup plus fort et plus longtemps ce dont on s'est imprégné inconsciemment. Comme par exemple notre attitude face à l'autorité, ou l'habitude qu'on a eue de se tenir en position assise. Et justement, les 19 000 heures qu'on a passées de la maternelle au lycée ont inscrit inconsciemment en nous, de manière implicite, la conséquence la plus fâcheuse sur notre mémoire, et de manière générale sur notre apprentissage, c'est d'avoir perdu le goût de la répétition. Ce que disent les neurosciences à ce sujet est unanime. L'unique chose qui consolide notre mémoire, quelle qu'elle soit, épisodique, procédurale, consciente, inconsciente, c'est la répétition
espacé. Et la règle des 10 000 heures qu'on a aussi vue dans la première vidéo illustre parfaitement ça. Répéter à travers la pratique délibérée est la base pour toute construction de nouveaux chemins neuronaux. Il suffit de voir les centaines de livres et de recherches sur le sujet des habitudes et du pouvoir de l'effet cumulé. Et quand on étudie un petit peu tout ça, on revient à une vérité de base, c'est que répéter, c'est naturel et même vital pour toute progression. Alors on pourrait se dire que oui, mais à l'école, on répète beaucoup quand même. Et c'est vrai. Mais encore une fois, ce n'est pas le bon type de répétition. À l'école, on répète pour restituer, pas pour reconstruire. La nuance est importante parce qu'à l'école, on est devenu bon et même très bon à apprendre par cœur. Apprendre par cœur, d'ailleurs, une expression qui viendrait de chez les Grecs, qui pensaient autrefois que la pensée et la conscience se situaient dans le cœur. C'est de là d'ailleurs que vient le mot courage. Donc à l'école, pour apprendre par cœur, on répète. Et on répète parce qu'on nous le demande ou parce que le contrôle nous y oblige. Et malheureusement pas parce qu'on l'a choisi délibérément ou parce que la situation le nécessite réellement. C'est simple, à l'école on répète pour au bout la note. Et ça, en plus de nous entraîner à déplacer notre source de récompense pour notre propre évolution à l'extérieur, comme on l'a vu ici, mais surtout, répéter est devenu synonyme de préparation pour le test, et donc une cause intrinsèque de stress négatif. Or, on l'a vu, tout apprentissage repose sur la répétition, mais pas n'importe laquelle, la répétition active, la répétition choisie. Et les chercheurs montrent à ce sujet que ce qui consolide vraiment la mémoire, ce n'est ni relire, souligner, ni même réécrire, c'est l'action toute simple d'essayer de se souvenir. Retrieval en anglais, c'est la récupération de l'information. C'est en gros faire l'effort conscient de se rappeler d'un souvenir qui va le renforcer dans notre mémoire. Depuis des siècles, chez les soufis, un des outils de libération personnelle le plus utilisé, c'est le dhikr. Le rappel sont des mots avec une signification particulière qui laissent celui qui les prononce se rappeler consciemment de ce qu'il cherche à cultiver, une qualité ou un sentiment par exemple. Et c'est quelque chose qu'on observe chez beaucoup d'autres courants mystiques et spirituels. Ce qu'on appelle les mantras, que l'on pourrait aujourd'hui traduire en langage moderne par des ancrages, mais le mot mantra au départ vient de l'Inde antique qui ne signifie pas juste des phrases qu'on dit pour se motiver, c'est littéralement un outil de l'esprit, mantra. Instrument de pensée. Donc depuis la nuit des temps, on fait ça. On se retrouve autour d'un feu, on se rappelle activement, on se raconte les histoires qu'on a vécues, les choses que l'on a apprises, et on répète ce qui est important à retenir. À l'inverse de l'école, il y a un endroit dans lequel la répétition est bien exploitée, et qui donne d'excellents résultats chez les participants. C'est le jeu. Quand on joue, on n'a aucun problème à rater, parce que quand on rate, on n'est pas frustré, on recommence encore et encore. Et ça nous frustre pas parce qu'on progresse, justement. Maintenant, imaginez un système éducatif dans lequel un élève sort d'un contrôle et se dit « Oh vas-y, je veux trop le refaire ». Alors pas pour la note, mais juste pour le plaisir de s'améliorer. C'est utopique, je vous l'accorde, parce qu'au lieu de ça, quand on va à l'école, on finit par associer la répétition, le moteur de l'apprentissage, à quelque chose de lourd, stressant, presque punitif. Bon, c'est un peu pessimiste tout ça, mais je vous rassure, restez jusqu'à la fin parce qu'on va aborder les moyens concrets de s'en sortir. Mais pour ça, on doit comprendre l'autre erreur fondamentale que nous a enseigné ce 7e péché, et qui va même impacter notre philosophie et notre manière de penser. C'est l'habitude de mémoriser par accumulation. Personnellement, j'ai mis des années à me débarrasser de cette habitude et pouvoir enfin lire un livre de non-fiction sans que ce réflexe anxiogène me gâche la vie. Cette habitude d'avoir peur pendant que je lis, de ne pas me rappeler de tout ce que j'ai lu juste avant. Et quand je m'en suis vraiment débarrassé, j'ai compris quelque chose, c'est que lorsqu'on révise ou lorsqu'on apprend à l'école, on est en fait sans cesse en train d'essayer de tout retenir en même temps. Alors on est forcément inégaux par rapport à ça et chacun a sa manière de s'adapter à l'environnement scolaire, mais je me rappelle d'une élève que j'ai eue en physique-chimie récemment parce qu'elle était un peu perdue sur un exercice où elle comprenait rien. Mais au fur et à mesure qu'on décomposait les étapes, elle validait chacune de mes explications progressivement, en toute tranquillité. Mais 30 secondes plus tard, lorsqu'on a enchaîné sur autre chose, eh bien, je me retourne et je la vois de nouveau toute crispée. Je lui demande ce qu'il y a et elle me dit « Bah, je comprends rien ». Comment ça, tu comprends rien? Tu viens là, il y a à peine une minute, de répondre à chacune des étapes. Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit « Bah, j'ai oublié ce que tu viens de m'expliquer ». Et là, à ce moment-là, j'ai compris que sa mémoire de travail était incapable
de fonctionner normalement. Si j'avais la vision de Clark Kent, je verrais le cortisol inonder tout son hippocampe en live. Et c'est assez fou parce qu'en neurosciences, on dit que l'amygdale, le centre des émotions et de la peur, est nécessaire à la mémorisation, comme on a vu au début, car elle fonctionne en duo, en symbiose avec l'hippocampe, le centre de la mémorisation. Et on nous explique que le lien entre stress et mémoire est essentiel, parce qu'on retient beaucoup mieux une situation qui nous a été stressante jusqu'à un certain point. Mais c'est là qu'il y a une subtilité, parce que c'est la situation que l'on retient, pas ce qu'on a essayé de retenir sous stress pendant cette situation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous essayez de retenir un numéro de téléphone et que vous traversez la route, et là quand vous traversez la route, un bus arrive et klaxonne en freinant fort sur vous, eh bien c'est sûr que vous allez très bien retenir la situation pour derrière la raconter le soir à vos amis, mais par contre, ce que vous étiez en train d'essayer de retenir, donc à savoir le numéro de téléphone, eh bien il y a de fortes chances qu'il soit passé à la trappe. Donc le stress et la mémoire, et même l'intelligence de manière générale, c'est vraiment une histoire de dosage. Il en faut un peu pour être focus, mais beaucoup trop peut nous saturer. Et pourtant, on demande aux élèves d'apprendre des quantités d'informations sans vraiment leur apprendre comment les organiser. Donc, comme leur seule motivation pour apprendre, c'est le stress de la note, alors ils essayent la méthode de survie, la technique du bourrin. Ils vont essayer compulsivement, comme mon élève, de vérifier toutes les 5 minutes qu'ils peuvent tout retenir à chaque instant. Bon, je vous rassure, avec mon élève, ça s'est arrangé, on a pu dénouer le truc, en lui expliquant que le stress excessif bloque les capacités fines de notre cerveau au bénéfice des capacités de survie. Et résultat, ça sature. Et ce qui sature ne se retient pas. Mais bon, pour tous les autres élèves, ça m'étonnerait que les profs qui en ont 35 devant eux puissent leur expliquer ce qui a pu aider mon élève à comprendre ce qui se passait pour elle et à débloquer la situation. Ça m'étonnerait, mais je trouve pas ça si farfelu que ça d'imaginer un cours de mémorisation comme on pourrait avoir un cours de français ou de maths à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou comme idée ou pas? Justement, dans ce genre de cours, on pourrait apprendre que, en sciences de la mémoire, il est impossible de faire passer quelque chose de la mémoire, donc à court terme, ce qu'on vient d'apprendre, à la mémoire à long terme, pour le retenir longtemps, c'est impossible si on ne le lie pas à quelque chose qui est déjà dans la mémoire à long terme. Et d'ailleurs, une technique bien connue des champions en mémorisation, c'est la technique des ponts de la mémoire. Et elle se base sur la nature même de notre cerveau, parce qu'on ne mémorise jamais une information seule. On ne la retient qu'en la reliant à autre chose, à une image, une émotion, ou une idée déjà connue. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un élève en philosophie, il était à la fac, et il me parlait de tous les auteurs qu'on leur donnait à apprendre en classe, et il était assez passionné par le sujet, mais il y avait quelque chose qui clochait en fait. Il me parlait de tous les auteurs qu'il devait lire, qui discutaient d'un sujet philosophique, le bonheur. Donc il me citait toutes les pensées différentes de tous les philosophes qu'il lisait, etc., avec beaucoup d'entrain, et j'ai pas pu m'empêcher de lui poser une question. Sauf que la réponse à cette question, je le savais pas encore, mais elle allait me faire froid dans le dos. Je lui ai simplement demandé, et toi, qu'est-ce que tu penses du bonheur? Quelle est ta réflexion sur le sujet dont parlent tous ces auteurs? Et là, il m'a fixé, l'œil vide, et il m'a dit, je ne sais pas, pour le moment j'étudie les différents auteurs. J'ai pas encore d'avis là-dessus. Et là, je réponds, je te demande pas d'avoir un avis, mais est-ce que tu as pensé par toi-même à tout ça? Quelle est ta réflexion sur le sujet? Et il n'a pas su me répondre. Il pensait sûrement que pour mieux retenir son cours, il devait se concentrer sur la rétention pure de ce qu'on lui donnait. Et à ce moment-là, je lui ai pas explicité, mais j'ai pensé que il avait oublié quelque chose de primordial. C'est quand on apprend quelque chose de nouveau, la vraie question à se poser, c'est pas comment je vais le retenir, ni même est-ce que je l'ai bien compris, mais plutôt la question suivante, à quoi ce que je viens d'entendre me fait-il penser? Parce qu'il semble assez évident que plus on crée de liens faciles pour nous, plus l'information nous devient accessible au bon moment. Et tout le secret de l'apprentissage réside ici. Les champions de mémorisation n'ont pas une mémoire hors du commun, ils utilisent juste mieux leur imagination. Ils transforment une information abstraite en expérience. Alors parmi les techniques qu'ils vont utiliser, et que je vous recommande de tester, à vrai dire, c'est vraiment puissant. La première, c'est la visualisation. C'est le fait d'imaginer que l'on vit la situation stressante à laquelle on s'attend. Et on va s'imaginer, comme le font très bien les pilotes de F1, exécuter l'action parfaitement. Et ça, c'est nickel, c'est impeccable pour notre cerveau. Ça nous aide à un point qui est vraiment pas négligeable.
La deuxième technique, c'est la narration. C'est le fait de donner un personnage à un objet ou à un chiffre que l'on veut retenir. Par exemple, si vous voulez retenir un numéro de téléphone, moi ce que je fais, c'est que, par exemple, pour le 8, je vais mettre des lunettes. Pour le 0, je vais mettre un homme chauve. Donc par exemple, pour retenir 80, je vais imaginer un homme chauve avec des lunettes devant. Et si c'est 0,8, je vais imaginer le même homme, mais avec les lunettes en arrière, façon Fashion 2018. Et donc voilà, après, ce qui est important, c'est que chacun doit trouver ce qui a le plus de sens pour lui, ce qui lui parle le plus. Et en gros, plus c'est drôle et plus c'est un peu excentrique et farfelu, et mieux c'est à vrai dire. Mieux on le retiendra. Et la troisième technique qui est aussi très puissante, que j'utilise parfois, pas tout le temps, mais lorsque je l'utilise, elle m'aide vraiment beaucoup, c'est la technique des palais mentaux. C'est l'action de s'imaginer des lieux, des pièces que l'on connaît très bien, par exemple chez soi. Et lorsqu'on veut retenir quelque chose, plusieurs informations, en fait, on va s'imaginer ranger dans des pièces, dans des tiroirs, par exemple, dans des étagères de notre salon, par exemple, des informations que l'on doit retenir. Alors, toutes ces techniques sont très utiles pour mieux mémoriser, mais à une seule condition, si l'on a le bon paradigme. Car ces techniques sont un peu comme des applications, qui ne peuvent fonctionner que si l'on a le bon système d'exploitation, si on a le bon paradigme. Alors à ton avis, un paradigme c'est quoi? Un paradigme c'est pas une idée, c'est même pas une opinion, mais c'est plus profond que ça. Un paradigme c'est ce qui décide à l'avance de ce qui nous semble logique ou absurde. C'est un peu un modèle mental. On va prendre un exemple. Dans le domaine de la construction du bâtiment, il y a deux façons pour faire qu'un immeuble soit isolé et qu'on ne se les gèle pas pendant l'hiver et qu'on n'étouffe pas de chaleur pendant l'été. Dans la plupart des bâtiments modernes, on suit la première logique, simple. On construit des pièces séparées et on stocke la chaleur à l'intérieur de ces pièces. On va essayer de les isoler. On va soit chauffer l'air à l'intérieur, soit le refroidir. Et donc, pour rester au chaud ou pour rester au frais, on va créer une réserve thermique, un stock de température. Mais certaines techniques de construction bio-inspirées font exactement l'inverse. Elles s'inspirent des termites. Dans une termitière, il n'y a presque pas d'énergie fournie pour chauffer ou refroidir. À la place, tout repose sur un système de circulation, de flux d'air, de variation de pression et de régulation de l'humidité, à travers des galeries ouvertes. Résultat, la température est stable, il y a moins de contamination car l'air est renouvelé constamment et il y a moins d'énergie utilisée, donc une économie considérable. Avec cette technique, il n'y a pas de stock, seulement des flux. Un autre exemple qui permet d'illustrer la différence entre ces deux paradigmes, c'est dans le domaine financier. Une des deux manières de gérer son argent et ses économies, c'est de faire des économies justement, de mettre de l'argent de côté, donc épargner, pour faire face aux aléas de la vie et pour pouvoir investir dans des projets le moment où on en a besoin. Donc ça, c'est la première manière de faire. Et l'autre manière de faire, c'est de ne pas économiser, mais de plutôt essayer de créer le plus de sources de revenus possibles. C'est ce qui est souvent conseillé pour qu'une entreprise soit résiliente, qu'elle puisse résister aux imprévus. La meilleure manière de le faire, c'est de s'assurer plusieurs flux entrants d'argent. La première méthode dit que pour ne pas avoir de problème d'argent, il faut économiser régulièrement une somme bien précise. Et la deuxième méthode dit que pour ne pas avoir de problème d'argent, il faut multiplier ses sources de revenus et ne pas dépendre que d'un seul salaire, par exemple. On vient de voir les deux manières de résoudre le même problème. Deux logiques totalement différentes. Ce sont les deux paradigmes. Le paradigme du stock et le paradigme du flux. Et le plus intéressant, c'est que si tu as grandi dans le premier, le second te paraît presque contre-intuitif, voire impossible. Et c'est ça la force d'un paradigme. Il ne te dit pas quoi penser, il te dit comment penser. Et si on revient à l'école, pour ce qui est de la mémoire, eh bien on peut voir qu'on nous a appris un des deux paradigmes. À ton avis, lequel? Le paradigme du stock. Et tant qu'on reste dans ce paradigme, eh bien on pourra difficilement imaginer une autre manière de mémoriser. C'est exactement ce changement de paradigme qui m'a aidé moi-même à me débarrasser de cette habitude de mémoriser par accumulation et par la peur de ne pas me rappeler de tout à chaque instant. Et le bon paradigme, tu l'as compris, c'est celui du flux, c'est celui des termites. Et si tu comprends, et je dirais même ressens la différence entre les deux, très naturellement tu vas voir. Tu vas voir que la mémoire humaine n'est plus du simple stockage de données, mais elle devient
une capacité vivante. D'ailleurs, un fun fact aussi fascinant que utile, il a été découvert qu'un souvenir, dès lors qu'on s'en rappelle, eh bien il y a une fenêtre très courte de temps dans laquelle le souvenir devient labile, il devient modulable. Et le simple fait de raviver, de repenser à un souvenir, va provoquer une plasticité synaptique accrue autour de l'événement en question. Et si l'on intervient à ce moment-là, à travers des thérapies ou à travers certains médicaments, dans le pire des cas, mais si on intervient à ce moment-là, eh on peut modifier la manière dont le souvenir se réenregistre. Et on peut ainsi réduire la charge émotionnelle liée à ce souvenir sans en perdre le contenu factuel. Je trouve ça fascinant parce que c'est ultra utile, certes en thérapie, mais même pour soi-même, pour mettre consciemment de l'ordre dans notre expérience quotidienne. Et je vais vous parler juste après d'ailleurs d'un exercice qui va nous permettre de faire ça. Et en plus, de muscler notre mémoire. Mais alors cette découverte nous dit que si la mémoire est vivante, elle est donc moins comme un disque dur que l'on remplit et que l'on vide, mais plutôt comme un muscle qui se travaille, qui grandit et se renforce. Parce que de même que dans une maison, une pièce dont on laisse la porte fermée restera condamnée, une mémoire qu'on n'utilise pas, qu'on ne travaille pas, devient inaccessible. La bonne nouvelle, c'est que la mémoire se réentraîne jusque très tard dans notre vie. Et comme un muscle, on peut à la fois la rendre plus solide et plus souple. Et pour ça, voici comment on peut s'y exercer. C'est un exercice très simple, que l'on peut faire tous le soir, dans son lit avant de dormir, ou même à l'écrit, mais on peut le faire même en fermant les yeux. Et on va simplement essayer de se refaire le film mental de sa journée, en se rappelant les moments qui nous ont marqués depuis le réveil jusqu'au moment où on s'est couché. Alors on peut le faire pour la journée, donc chaque soir, mais on peut même le faire à différentes échelles. Donc pour la semaine, par exemple, à la fin de chaque semaine, on peut se rappeler consciemment comme ça, par la pensée, de tous les événements marquants de notre semaine, et on peut le faire aussi pour le mois et pour l'année. Et même pour les grandes phases de plusieurs années dans notre vie, ça peut être très pertinent de le faire pour créer une nouvelle narration qui a plus de sens, qui relie tous les événements, qu'ils soient difficiles, agréables entre eux, et qui donne une structure beaucoup plus ordonnée à notre expérience. Et ça, c'est typiquement ce que font les thérapies cognitives, à vrai dire. Parce que ce qu'on fait là, comme on pourrait le faire avec nos proches par exemple, en se rappelant naturellement des souvenirs qu'on a partagés, eh bien ça va aider notre mémoire, et ça va l'aider surtout parce que ça va restructurer notre expérience, à travers l'action consciente de mettre de l'ordre dans nos souvenirs. Parce que comme on l'a vu, un souvenir n'est jamais figé. À chaque fois que tu y repenses, tu le modifies légèrement. Autrement dit, ta mémoire n'est pas un archivage, c'est une reconstruction permanente. Alors soit on décide de faire de cette reconstruction quelque chose de choisi, soit on le laisse au gré du vent, des événements et des expositions, des stimuli extérieurs. En conclusion, le problème c'est pas qu'on n'a pas de mémoire, le problème c'est que l'on a appris à l'utiliser dans un seul contexte, celui du contrôle et de la note. On a, hélas, entraîné notre mémoire à fonctionner sous pression, et non pas pour la vie réelle. Et maintenant que tu le sais, tu peux la réentraîner. Différemment. Pas pour retenir plus, mais pour retenir mieux. Et surtout, pour enfin pouvoir utiliser ce que tu sais. Un plaisir d'avoir fait toutes ces vidéos de la série, qui m'ont pris beaucoup de temps, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Pour soutenir ce genre de contenu et en voir plus, cliquez sur le bouton abonner et réagissez en commentaire. Prenez soin de vous et de votre mémoire. A plus pour la suite des événements.